quand vous voulez. On y va? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mai. Bienvenue au bar de l'économie sur Radio Anguin. Florence Sueur au micro, accompagnée de DJ Charlie à la technique. Et merci à vous tous pour votre fidélité, que ce soit en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie, ou alors sur la web radio idfm98.fr ou bien encore en FM 98.00. Pour réécouter cette émission, eh bien connectez-vous sur la chaîne YouTube Bar de l'économie, c'est tout simple et vous pouvez renoter ou les adresses mail ou les infos importantes. Alors, comme d'habitude, 5 minutes sur le Covid avec notre expert, le professeur Gilbert Deray, interviewé par Jean-Claude Durousseau. Et puis ensuite, une émission exceptionnelle avec notre invité, Marc-André Selost, biologiste, chercheur international en microbiologie sur la symbiose entre les racines de plus de 90% des plantes et les champignons du sol. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Il dirige l'Institut de systémique, évolution et biodiversité de Paris. Il est chef de recherche en interaction et évolution végétale et fongique à Paris, bien sûr, mais aussi professeur et directeur de recherche à l'Université de Gdansk en Pologne, tout comme à celle de Kunming en Chine. Mais tout de suite, c'est 5 minutes sur le Covid. 5 minutes pour comprendre le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. Des nouvelles pistes en permanence et la dernière en date, c'est la nicotine. Alors la nicotine nous protégerait du virus. Beaucoup de mise au point. Il ne faut pas confondre nicotine, tabac. Il ne faut pas se mettre à fumer pour ne pas avoir le Covid. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, attention à ces informations qui circulent vite, trop vite, qui habituellement ne passent pas du tout comme ça dans le grand public et qui vont générer de très mauvais messages. Depuis le début de l'année, le tabac a tué beaucoup plus de personnes que la Covid-19. Et d'ici la fin de l'année, je vous laisse imaginer combien de tabac aura tué. C'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi cette information de tabac et de Covid-19 circule? Parce qu'on s'est aperçu que parmi les gens qui ont le Covid-19, les fumeurs sont sous-représentés. Donc il y a des personnes qui se sont dit, tiens, c'est curieux, est-ce que le tabac protégerait? Non. Il n'est pas montré que le tabac protège. Pour l'instant, c'est juste une observation. On va peut-être s'apercevoir ultérieurement que c'était un lien indirect avec le poids, l'âge, etc. Je rappelle que le tabac, ce sont des centaines et des milliers de composants. Et puis, comme cette information a émergé, il y a des personnes qui se sont dit, mais alors s'il protégeait, en interrogation, et je vais répéter 50 fois, ne fumez pas. Pourquoi il protégerait? Donc, on a été regarder nicotine. Et il est exact que sur le plan théorique, la nicotine pourrait s'opposer à la rentrée du virus dans les cellules en se mettant sur un récepteur identique à celui où le virus va se mettre sur la cellule, qui est un récepteur à l'acétylcholine. D'accord? 1, ça n'est pas démontré. 2, ça va faire l'objet d'une étude. Il va y avoir une étude à la Pitié-Salpêtrière à Paris avec des pages de nicotine pour voir s'il protège contre l'arrivée du virus. Enfin, avant de conclure sur ce thème sensible, si vous avez un Covid-19 ou une Covid-19 grave et que vous fumez, votre risque de mourir est multiplié par 3. Ce qui est logique, parce que l'atteinte cardiaque, l'atteinte pulmonaire, l'atteinte de vos artères est très augmentée par le tabac. Donc, le tabac, avec Covid-19, ça fait très mauvais ménage. C'est une occasion exceptionnelle d'arrêter de fumer. Ne vous mettez pas des pages de nicotine, il n'est absolument pas montré que ça protège. Et si demain on montrait qu'il y avait une interaction, c'est pas la nicotine qu'on va employer, c'est d'autres types de molécules. Donc, ça s'appelle une voie de recherche. Voilà, c'était une mise au point très très importante à faire, et notamment ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire qu'en cas de forme grave, le tabac est un facteur aggravant. Hein. Ça, c'est important de le souligner. Une autre piste qui a émergé, c'est la piste génétique. Pour mieux comprendre en fait pourquoi il y a des formes graves qui se développent chez des patients sans morbidité et des patients jeunes. Et on nous dirait que peut-être qu'en même temps que le test PCR, il faut faire des tests génétiques de manière à pouvoir évaluer d'une manière prédictive la gravité éventuelle de la maladie. Alors, on en est où là-dessus? Alors effectivement, on se pose un tas de questions. Vous avez vu cette jeune fille de 16 ans qui était en pleine forme, qui est morte
en quelques jours. Et à l'évidence, certains d'entre nous déclenchent des complications. Alors, on va dire ce fameux orage inflammatoire, mais pas simplement. Hein, cette gêne majeure à l'oxygénation du sang, à la présence d'oxygène dans le sang, qui effectivement va nous faire mourir. Et on se demande si certains d'entre nous n'ont pas quelques particularités génétiques qui vont faire que l'immunité va s'emballer et que cette immunité, pour tuer le virus, malheureusement, va nous tuer avec. Et donc, des pistes génétiques sont en cours d'exploration. Et on a trouvé que chez certains patients Covid-19, il y avait des particularités sur un des systèmes qui s'appelle le HLA. Alors, il est très bien connu parce que il est lié à certaines maladies chroniques, en particulier rhumatismales, inflammatoires. Là encore, aucune certitude quant au lien entre le système HLA, qui soit B ou d'une autre nature, et la sévérité du Covid-19 sont des pistes d'exploration. Et pour l'instant, non, nous ne ferons certainement pas en routine le séquençage du système génétique HLA ou autre avec les tests. Ça reste de la recherche pure et dure. Ce qu'il faut bien dire, effectivement, c'est que toutes ces pistes-là qui émergent, en fait, c'est comme si on vivait la recherche au quotidien, comme si on était dans un labo. Et d'habitude, les chercheurs viennent nous dire, voilà, on a trouvé ça, mais on ne voit pas les errements au quotidien des chercheurs. Et c'est peut-être ce qui déboussole l'opinion publique. Ah oui, je suis très sensible à ce que vous dites. D'habitude, la science, c'est une conversation. Et c'est une conversation qui conduit à des conclusions. Mais avant les conclusions, elle ne passe pas dans le public. Voilà, écoutez, on espère vous avoir encore appris beaucoup de choses sur le Covid. Continuez à poser vos questions. À très bientôt. Voilà, c'était un extrait musical d'une composition de DJ Charlie sur la base des Andrew Sisters. Vous avez bien sûr reconnu, vous êtes toujours au bar de l'économie. Nous sommes le mercredi 6 mai et j'ai la chance d'avoir un invité exceptionnel aujourd'hui. C'est Marc-André Selos, biologiste, chercheur en microbiologie, directeur de 3 laboratoires de recherche, l'un à Paris, l'autre à Gdańsk en Pologne et puis à Kunming en Chine. Alors, Marc-André Selos, cette identification moléculaire des micro-organismes a révolutionné notre compréhension de la diversité et de l'évolution de notre santé, puisque cela fournit de précieux marqueurs pour étudier la nutrition des organismes de l'être humain. Et donc, et en plus, ces questions générales influent sur l'écologie, sur l'agriculture et sur la bonne santé des espèces, tout comme de l'individu, comme je viens de le dire. Alors, vous publiez 2 livres, Jamais seul et Les goûts et les couleurs du monde sur les tanins, celui-là, et que l'on peut se procurer chez Actes Sud. Donc, on vous écoute. Marc-André Selos, bonjour. Alors finalement, c'est l'invisible qui régente le monde. On le voit actuellement avec le Covid-19, mais aussi dans l'univers. Vous voyagez au pays du microbe, qui joue un rôle essentiel dans tous les organismes vivants, quels qu'ils soient. D'ailleurs, vous publiez donc 2 livres à ce sujet. L'un, c'est Jamais seul, le microbiote de l'alimentation. Et l'autre, ce sont Les goûts et les couleurs du monde. Ces 2 livres sont à paraître ou sont parus Actes Sud Nature. Donc, expliquez-nous.
Alors, oui, on est trop gros pour voir le monde, c'est clair. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand vous rentrez dans une salle de travaux pratiques de biologie, la première chose que vous voyez, c'est qu'il y a des loupes et des microscopes. En fait, dans le monde vivant, nous sommes extrêmement gros, nous faisons partie des plus grands organismes. Le cœur du monde vivant, c'est quoi? C'est des molécules. Alors ça, évidemment, on ne les voit pas. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin sur les tanins, les goûts et les couleurs du monde, qui sont une famille de molécules extrêmement importantes. Et puis, les microbes, qui sont des organismes faits d'une ou plusieurs cellules, mais qui sont beaucoup plus petits que nous. Ils sont en dessous du centième de millimètre. Et finalement, le monde vivant qui nous entoure et qui nous régente et qui vient de se rappeler à nous avec le virus que nous subissons en ce moment un petit peu avec violence, ce monde il est constitué de choses que nous ne voyons pas et qui en sont leur nature. Alors moi des fois je suis un peu malheureux parce que je fais partie comme biologiste et je fais de l'écologie et de l'évolution des microbes. Je fais partie des gens qui ne voient pas du tout le même monde finalement que nos concitoyens et nos décideurs. Je fais partie des gens qui voient cette pâte invisible dans laquelle nous émergeons, dans laquelle nous sommes moulés. Et j'ai beaucoup de tristesse à voir que cette image passe mal. Par exemple, nos décideurs et nos concitoyens voient souvent les microbes comme des facteurs de maladie, et ils le sont, nul ne songe à le nier, mais ils sont aussi des facteurs de santé. Et finalement, on en vient à ne plus voir tellement le vivant comme un outil, puisque finalement, on le voit comme quelque chose qui débarque finalement pour foutre le bordel, disons-le. On voit plus très bien le côté outil que dans ma communauté scientifique, on voit très très bien, outil pour gérer les écosystèmes ou pour gérer la santé. Et souvent, on court derrière, faute vraiment de l'avoir conçu réellement. Alors, autre question, donc vous parlez des microbes, c'est-à-dire des champignons et des bactéries, c'est bien ça? Et vous voulez interpeller sur le fait que c'est ces deux organismes qui modifient notre système immunitaire. Alors effectivement, les micro-organismes ou microbes, moi je veux bien appeler microbes parce que c'est un vocabulaire commun, c'est tous ces tout petits organismes qu'on voit pas. Donc il y a à la fois des bactéries qui sont très très petites, des champignons qui sont 10 fois plus gros que les bactéries et qui sont plutôt filamenteux mais qui sont aussi invisibles à l'œil nu. Il y a des virus, alors qui là sont encore plus petits que les bactéries, parce que tout ça, vous voyez, entre la bactérie et le virus, c'est l'éléphant et la souris, mais dans une toute autre dimension. Donc tout ça a des tailles variables mais petites. Et ces choses-là, elles sont présentes tout le temps. Vous savez, au 19e siècle, on s'est demandé pourquoi est-ce que des fois les plantes sont malades? Pourquoi est-ce que des fois les hommes sont malades? Et ce qu'on a trouvé, c'est les microbes. Effectivement, fauteurs de troubles. Et puis après, on s'est aperçu que finalement, des microbes, il y en avait vraiment partout, même dans les organismes sains. Je veux dire, vous et moi, par exemple, nous portons autant de cellules, de bactéries et de levures que nous avons de cellules dans notre propre corps. Alors elles sont un peu plus petites, donc elles prennent moins de place, ça fait 2 kg maximum, mais dans notre tube digestif, sur notre peau, il y en a plein. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas seulement là parce que c'était chauffé et qu'il y avait un peu de nourriture à prendre, ils contribuaient au fonctionnement de notre organisme, et en particulier, vous avez raison, à l'immunité. Ils contribuaient à nous défendre, d'abord en faisant, j'allais dire, un rempart de leur corps. Finalement, ils protègent ce tube digestif, cette peau, ce milieu où ils sont, parce que c'est leur milieu, finalement, c'est leur habitat, et c'est aussi là qu'ils se nourrissent. Et puis aussi, ils nous modifient. Alors ça, c'est vraiment la découverte majeure, c'est qu'ils émettent des molécules, et ils ont une influence sur notre système immunitaire qui le rend plus opérationnel, qui à la naissance lui permet de devenir mature. Bref, ils nous défendent aussi en modifiant, dans le sens d'une meilleure efficacité, nos défenses naturelles. Alors, je reviens sur ce que vous venez de dire, qui est très important, c'est-à-dire que le microbiote, il n'est pas que dans notre intestin, il est aussi sur la peau, c'est bien ça? Oui, alors vous avez raison de le souligner, parce que avec le livre finalement sur sur le tube digestif et son microbiote, qui est un livre remarquable, on a eu tendance à oublier qu'il y a des microbiotes en fait partout où nous avons des trous et des surfaces. Alors il y en a dans les oreilles, il y en a sur la peau, il y en a dans les narines, dans les poumons. Il y a un microbiote dans les poumons dont on pense d'ailleurs par exemple qu'il est un des facteurs déterminant les types de sensibilité au Covid. Bon, même si on est loin de savoir encore avec assurance ce point-là, il y en a dans les poumons aussi, il y en a dans le vagin, et c'est très important pour l'hygiène intime finalement de la femme. C'est quelque chose qui contribue aussi à protéger des maladies de ce côté-là. Donc il y en a un peu partout, et partout ce sont des auxiliaires de la santé, non seulement de l'organe où ils sont,
Par exemple, un tube digestif, il nous aide à digérer. Il y a des tas de choses qu'on ne digère pas bien sinon. Et puis, ils produisent aussi des vitamines. Une grande partie des vitamines viennent en fait de nos microbes et non pas de nos aliments. C'est assez incroyable. Mais ils ont aussi une action à distance. Et c'est ça qui est peut-être le plus étonnant. Donc en fait, vous revenez à dire que finalement, ce microbiote, c'est comme on dit, l'intestin est notre second cerveau, voire peut-être même notre premier, disent certains chercheurs. En fait, il faut diluer la chose beaucoup plus. Il y a des centres de décision et des centres d'influence partout. Que ce soit sur la peau finalement ou ailleurs. Et finalement, on en vient à déconstruire l'idée d'un système nerveux qui serait le maître du fonctionnement et le décideur de la maison. Ça se passe beaucoup plus en réseau, et c'est tellement un réseau que les autres organes ont leur mot à dire, et même dans ces autres organes, des habitants qui ne sont pas nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de bactéries qui influent sur l'humeur. Alors, il y a des expériences très simples que vous pouvez faire à la maison, parce que là, c'est permis, qui consistent à comparer des gens qui ont mangé du yaourt et des gens qui ont mangé un truc blanc, une substance lactée blanche, mais qui n'est pas fermentée. Eh bien, on découvre que finalement, les gens qui consomment du yaourt sont beaucoup moins soumis au stress. En tout cas, le gèrent beaucoup mieux. On connaît des bactéries qui influent positivement sur l'humeur. Alors, on ne sait pas si elles font que ça, donc on ne les trouve pas encore dans le commerce, mais on connaît des lactobacilles, par exemple, qui améliorent l'humeur. Et on fait beaucoup d'expériences aujourd'hui sur les rongeurs avec ces lactobacilles. On s'aperçoit qu'ils sont moins stressés, ils paniquent moins dans des petites situations étranges. Donc finalement, vous voyez, on se retrouve avec non pas deux cerveaux, mais une espèce de décentralisation qui va non seulement être une décentralisation entre les différentes parties du corps, mais une décentralisation entre les espèces, puisque je suis habité par un millier, vous avez bien entendu, un millier d'espèces de bactéries, et qu'elles contribuent à faire finalement ce que je suis, la façon dont je fonctionne, même quant à l'humeur. Donc, ce qui veut dire que donc vous intéressez au microbiote de l'alimentation dans votre livre Jamais seul. Est-ce qu'il faut qu'on réapprenne à manger? Ah ben, carrément, vous savez, de toute façon, au fur et à mesure de l'avancée des connaissances, il faut toujours tout réapprendre et tout revisiter. L'histoire n'est jamais finie, contrairement à ce que certains peuvent des fois penser naïvement. Alors en l'occurrence, oui, notre alimentation, elle doit nous permettre de nous contaminer. Elle doit nous permettre d'être finalement accessible à des microbes. Ça, c'est un point vraiment important parce que l'hygiène qui nous a permis d'exclure les maladies, elle a finalement exclu un peu tous les microbes. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on compare la charge microbienne d'un individu occidental à celle d'un individu d'une peuplade amazonienne qui n'a jamais eu de contact avec l'Occident et qui ne vit pas du tout de façon occidentale, ben, il nous manque la moitié des espèces qui sont présentes chez nos cousins qui vivent en Amazonie. Alors donc, il faut non seulement permettre à certains microbes de rentrer, mais toujours en évitant que les mauvais ne rentrent. Là, je pense à l'importance de la vaccination en particulier. Mais aussi, il faut les entretenir. Et alors là, je vais vous dire, il y a un truc qui est vieux comme le monde, mais pour le coup qu'on revisite. On dit souvent qu'il faut manger des fibres. Or, vous savez que les fibres, vous et moi, nous ne les digérons pas. Les fibres, c'est ce qu'on a dans les légumes, dans les fruits. Nous ne les digérons pas. Eh bien, on a compris qu'en fait, ces fibres permettent l'établissement de certaines bactéries qui ont des tas de rôles favorables sur le fonctionnement du tube digestif. Donc, normalement, notamment, ça améliore le transit, oui, ça c'est ce qu'on dit toujours. Mais en fait, ce n'est qu'un effet marginal de ça. Le cœur de l'histoire, c'est que nous sommes en train de nourrir ces microbes qui vont notamment avoir des effets anti-inflammatoires et protecteurs. Alors, on va faire une première pause musicale, si vous voulez bien. Oui, et moi je vais dire à ma compagne ce qui se passe. Alicia, we are registrating. Voilà, vous avez donc compris que les microbes sont des facteurs de santé, mais actuellement, on ne voit plus le vivant comme un outil qui gère notre santé, mais nous ne voyons que les côtés négatifs des microbes. Or, il y a des microbes qui sont bons pour notre santé, ils protègent la peau, donc on en a, vous avez compris, à la fois sur la peau et puis aussi bien sûr on en a dans le tube digestif, et dans le tube digestif, il renforce nos défenses naturelles. Certaines bactéries, par exemple, il faut manger certains yaourts, 1 millier d'espèces de bactéries nous constituent. Et en fait, on se rend compte maintenant qu'il nous en manque, nous qui vivons dans des villes industrielles, comme on dit. Il y a une décentralisation des microbes. Ils ne sont pas que donc dans le microbiote. Il faut donc réapprendre à manger car certaines fibres nourrissent nos microbes. Il faut donc manger
voici de retour au bar de l'économie. On continue avec Marc-André Solos, biologiste, chercheur à Paris, en Chine et à Gdansk, en Pologne. Marc-André Solos, nous reprenons l'entretien sur le microbiote de l'alimentation après cette pause musicale. Donc finalement, on a compris qu'il fallait réapprendre à manger, mais manger quoi? Et deuxièmement, est-ce que quel geste faut-il faire? Est-ce qu'on ne demande pas trop d'hygiène? Quel niveau de saleté faut-il d'ailleurs accepter à la fois pour ce qu'on ingère et aussi sur la peau? Après tout, oui, on a bien besoin de vos conseils. Oui, alors bon, moi je suis ni diététicien ni médecin. Simplement, je fais partie des chercheurs finalement en microbiologie, en écologie microbienne, qui ont quelques notes à amener dans le concert global de notre santé. Et ce que je pense, c'est qu'il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, on a à la fois besoin de bien nourrir nos microbes. On parlait un peu à l'instant de la nécessité de manger des fibres qui sont en fait des aliments pour les microbes. Je pourrais revenir là-dessus aussi à propos du lait maternel. Dans le lait maternel, il y a des composants qu'on appelle les oligosaccharides qui ne sont pas digestes pour nous, mais qui sont en fait des aliments pour des bactéries, notamment pour les bifidobactéries. Et ça leur permet de s'installer très vite dans le tube digestif du bébé, qui à la naissance n'a pas de bactéries, et ça lui permet d'avoir très vite des auxiliaires pour digérer mieux et se défendre mieux. Vous voyez, dès l'alimentation lactée de la mère, il y a des éléments qui sont destinés à nos microbes. Et nous, en tant qu'adultes, il faut qu'on continue aussi à nourrir nos microbes, donc des fibres. Les Français ne mangent que la moitié de la ration de fibres recommandée. Ensuite, par jour, oui. C'est quand même un sacré déficit. Nos microbes ne sont pas à la fête. Et comme en plus nos aliments sont beaucoup trop stérilisés, eh bien on commence, deuxième problème, à ne plus s'inoculer assez de microbes. Et on commence à avoir des diversités réduites. On va revenir là-dessus. Les interdictions de fromage au lait cru, les aliments de plus en plus stérilisés de notre alimentation font obstacle. Donc on a effectivement le problème de les nourrir, on a le problème de les s'implanter, et puis aussi il ne faut pas les jeter dehors. Or, aujourd'hui, on sait très bien qu'une antibiothérapie détruit une grande partie du microbiote du tube digestif, d'où d'ailleurs les problèmes digestifs qu'on a souvent en parallèle de l'antibiothérapie. Alors ça revient, et c'est encore une raison pour ne pas aimer les antibiotiques quand on n'en a pas strictement besoin. Et puis, dans les traitements qui mettent en l'air le microbiote, il y a quelque chose que vous faites tous les jours, et si vous ne le faites pas bien, c'est pas bon du tout, c'est le nettoyage par la douche savonnée. Alors, nous, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de douche, mais la question c'est quelle fréquence? Et puis aussi, quelle fréquence de douche savonnée? Des douches sans savon, ça peut enlever des mauvaises odeurs et une partie de la saleté, mais ça épargne beaucoup plus le microbiote. Et puis alors, surtout, sauf raison médicale précise, on utilise savon avec des bactéricides. Alors justement, puisque vous parlez, on va revenir au microbiote intestinal après, mais puisque vous parlez du microbiote de la peau, pour vous, il faut prendre des douches sur une semaine. Combien de douches faut-il prendre et combien avec savon et quel savon? Alors je suis désolé de toujours d'esquisser les recettes de santé pratique parce que c'est pas mon métier, mais ce que je vais vous dire, et en plus je vais avoir la réponse, je la fais aussi précise que je peux, mais elle va pas vous arranger. Ça dépend, je m'explique. On n'a pas tous la même peau et notre peau ne commence pas à sentir désagréablement au même moment. Bon. En plus, nous sommes loin de savoir, nous aujourd'hui, combien de temps notre peau sent. Pourquoi? Parce qu'à force de la laver régulièrement, eh bien, la peau, chaque fois qu'elle est lavée, elle refait du sébum, et le sébum, c'est ce que fermentent les microbes, notamment les propionibactéries, qui donnent des dérivés comme de l'acide propionique, c'est la raison de leur nom, et l'acide propionique, vous savez, c'est ce que font aussi d'autres propionibactéries dans le gruyère. Voilà. Alors à petite dose, l'acide propionique, c'est une bonne odeur de noisette, c'est la peau fraîchement lavée. À haute dose, ça sent pas très bon. Mais plus vous faites de sébum, plus vous faites d'acide propionique. Bon. Donc, si vous réduisez votre fréquence de nettoyage, au début, votre peau va continuer à sécréter beaucoup, puis ensuite elle sécrétera moins, et en fait, il faut que vous fassiez le test sur vous, le ralentissement des fréquences de douche, et moi, ce que je recommande souvent, c'est de penser à une douche sur 2 sans savon. Ça n'empêche pas de frotter, les gants, ça existe, et notamment de frotter là où se trouvent les odeurs. Bref, on est en train de rentrer dans très concret, mais ça veut dire qu'il y a des gestes de tous les jours qui peuvent plus ou moins influencer notre microbiote cutané, et ça, on peut apprendre à le gérer. D'accord, alors on a très bien compris, donc une douche sur 2 sans savon et utiliser un gant de toilette, moi c'est ce que j'ai retenu en tout cas comme leçon. Oui, et puis affiner en fonction de qui on est, comment on se sent.
Comment on se sent. Alors revenons maintenant au microbiote plus intestinal, je veux dire. Vous parlez de croûte de fromage, de manger des yaourts. Est-ce qu'il faudrait manger la croûte du fromage, justement, notamment ce qu'on appelle les fromages au lait cru? Parce que je croyais que le lait cru, ça n'existait plus. Et pourtant, on entend bien dire la fabrication de fromage au lait cru. Ah oui. Alors bon, d'abord, manger la croûte ou pas, je veux dire, c'est quand même une question de goût, hein. Mais ce qu'il faut, c'est manger effectivement des aliments fermentés. On peut penser aussi à la choucroute, et puis il y a des tas d'autres aliments fermentés, hein, par parenthèse. Rappelez-vous que le beurre, il y a des bactéries lactiques dedans, sinon ce serait la crème fraîche. Donc, manger des aliments fermentés, ça amène à la fois des composants qui ont été amenés par les microbes dans ces aliments, ça amène des microbes qui peuvent s'installer ou bien, faut pas rêver, la plupart du temps, en fait, ils s'installent pas parce que la place est déjà prise. Mais ils perturbent les résidents d'une façon qui est favorable à notre organisme. Donc, parfois, les microbes que nous mangeons, c'est pas pour qu'ils s'installent, c'est juste pour que, par leur présence, ils modifient les microbes installés, leur fonctionnement et leur diversité pour qu'on soit en meilleure santé. Alors, venons-en au problème des fromages au lait cru. Il est évident que les fromages au lait cru posent des problèmes, pas fréquents, mais des problèmes de santé avec des intoxications par des listeria et des salmonelles qui peuvent être effectivement, pour des individus affaiblis, très dangereux. Mais c'est 3% seulement des toxi-infections alimentaires collectives. Ça veut dire qu'on nous rebat les oreilles avec les fromages au lait cru, alors que le problème, en fait, il vient surtout de la viande. Et de la viande crue et de la viande mal conservée. Donc il y a là une espèce de mode de taper sur le fromage au lait cru, qui est d'autant plus grave qu'une méga étude sur l'Europe entière, l'étude de la cohorte Pature, c'est 1000 enfants dans 5 pays, avec dans chaque pays 100 enfants à la campagne, 100 enfants à la ville. Cette cohorte les suit et montre que des maladies modernes, comme l'eczéma, comme même il y a des effets sur la schizophrénie, des effets sur l'autisme, des effets sur l'asthme et sur les allergies, on s'aperçoit que les enfants qui consomment du lait cru, dont les mamans, alors ça va plus loin parce que c'est déjà pendant le développement embryonnaire, ça joue, dont les mamans en ont consommé, sont 2 à 3 fois moins exposés à ces maladies que ceux dont les mamans et qui eux-mêmes n'ont pas consommé le fromage au lait cru. Bref, dans un contexte où on nous a recommandé, et l'ANSES nous a recommandé, et on a acté qu'avant 5 ans, on ne donne pas de fromage au lait cru dans les cantines aux enfants, on s'aperçoit en même temps que évidemment, ça évite quelques infections aiguës, mais ça rogne la qualité de vie de chacun, parce qu'en fait, ça retire de la diversité et de la coexistence microbienne qui fait notre santé. Donc là, il y a un vrai problème, et on voit très bien que les théories hygiénistes sont en train de les pousser à l'excès par des gens qui ont été formés dans une vision négative du microbe, mais elles ne tiennent pas encore compte du fait que le microbe construit et que beaucoup de microbes chez un enfant, ça aide à la bonne santé. Donc finalement, pour vous, que faut-il faire, hein, ou est-ce que vous, en tant que biologiste, vous apportez vos conseils à tous ceux qui conçoivent finalement l'industrie, nos menus, voilà. Qu'est-ce qu'il faut, quel constat faites-vous également sur l'agriculture et comment peut-on s'améliorer alors en fait? Comment peut-on s'améliorer? Bon de toute façon, il y a urgence à s'améliorer parce que vous avez vu avec le problème de contamination qu'il y a eu dans les poudres, dans les laits en poudre pour enfants chez Lactalis, on est dans des usines qui sont, alors là, des usines de pointe en termes de propreté. Mais le problème, c'est qu'il n'y a tellement pas de microbes dedans, quand il y en a un qui rentre, on ne peut plus le retirer parce qu'il n'y a personne qui lui fasse écran. La présence de microbes est un écran, et l'industrie aujourd'hui ne sait pas gérer ça parce qu'on n'a pas encore fait les recherches qui vont avec. On n'est pas en train de taper sur l'industrie là. On dit juste que demain, on ne peut pas continuer à avoir des endroits complètement stériles. Il faut que vous réalisiez que la contamination que Lactalis a eue, elle existait et elle avait déjà, donc c'est une contamination de 2017, en 2012, elle avait déjà été présente avant que l'usine soit achetée par Lactalis chez ses prédécesseurs et le contaminant n'a pas été éliminé. Et pour l'éliminer, aujourd'hui, ils sont en train de déconstruire l'usine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la stérilisation ne nous protège pas des accidents industriels, ça veut dire que demain, il faudra jouer avec ces microbes et que donc il est temps que petit 1, nous ne privions pas par des règlements
alimentation excessive des gens des microbes avant de savoir exactement le pour et le contre, parce que pour l'instant on a surtout le contre, les microbes, on n'a pas le pour. Et puis deuxièmement, il faut que tous ensemble nous engagions une recherche un peu plus appliquée, et ça commence. Moi dans le domaine agricole effectivement, et de la microbiologie des sols, j'ai quelques travaux de recherche dans mon équipe qui tournent pour essayer de comprendre comment on peut faire avec les microbes, plutôt qu'en essayant de s'en débarrasser. Bon, nous c'est au niveau des sols. Je suis convaincu que quand on fait du fromage ou quand on fait de la charcuterie, le même problème se pose et les mêmes solutions sont là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'équipes de recherche qui sont engagées aux côtés des industriels à penser une autre façon de faire. C'est pas pour demain, mais pour après-demain, c'est vital. Après-demain, c'est quel délai pour vous? Vous me demandez de prédire l'avenir. Moi, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on peut commencer tout de suite. Il y a des domaines dans lesquels on peut commencer tout de suite, et il y a aussi des domaines dans lesquels on peut arrêter de déconstruire. Je disais tout à l'heure, il n'y a plus de lait cru. Mais en fait, je n'ai pas répondu à cette question, et en réalité, vous avez tort et raison. Il y a des choses qu'on appelle lait cru, qui sont des laits qui n'ont pas subi de chauffage, ni de filtration, après être sortis du pied de la vache, et qui donc vont soit directement dans une bouteille, soit... Cette raison, c'est que c'est pas du tout les laits crus de nos ancêtres. Les normes de contamination que l'on impose, et ça revient à utiliser des installations hyper stérilisées pour éviter qu'il y ait n'importe quelle contamination entre le pied de la vache et finalement le produit fini, eh bien ces normes font qu'on est 10 ou 100 fois en dessous du lait dont disposaient nos grands-parents. Et donc, il n'y a plus de lait cru au sens où nos ancêtres en avaient quand ils buvaient du lait qui avait été trait sur la vache chez le voisin. Ça, c'est fini. Et donc, ce qu'on appelle lait cru, c'est déjà quelque chose d'extrêmement appauvri. Et la question, c'est est-ce qu'on peut continuer par des réglementations à faire disparaître et la diversité microbienne et aussi la diversité culturelle? Là, je pense au savoir-faire pour les fromages. Bon, il y a déjà une chose qu'on peut faire, c'est d'arrêter de déconstruire ça sans l'avoir bien étudié et en avoir appris les leçons d'aller de l'avant. Donc si j'ai bien compris, en fait, nous actuellement, êtres humains, sommes moins bien équipés que nos ancêtres. Et deuxièmement, on a un patrimoine qui se dégrade à cause de la réglementation actuelle, c'est bien ça? Oui, en fait, les deux types de microbiotes sont en train de s'éroder. Le microbiote intérieur, qui est de moins en moins diversifié, et le microbiote culturel, celui qui est lié à nos pratiques, notamment alimentaires, et que nous amenons dans des fromages, par exemple, ou des aliments fermentés. On peut penser à du kéfir, on peut penser à du vin ou à de la bière. Bon. Alors, le premier des microbiotes qui s'éteint, c'est le microbiote de notre organisme, notre microbiote biologique. Et on sait très bien qu'un certain nombre de maladies de la modernité, des maladies du système immunitaire, comme l'asthme, ou les maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn, les maladies du métabolisme comme l'obésité ou le diabète, mais aussi les maladies du système nerveux comme l'asthme. Donc ces maladies qui sont en pleine recrudescence en Occident et dont on pense que, toutes comprises, elles ennuieront un Européen sur 4 d'ici 3 ans. C'est ça le chiffre, 25% des Européens. On sait que ces maladies sont en partie expliquées par la perte de diversité interne. Je vais vous dire, la perte de diversité interne, de notre écosystème microbien interne, c'est un des moments les plus nets par lesquels vous pouvez toucher du doigt que quand vous perdez de la biodiversité, vous perdez finalement pas que des espèces, mais aussi des fonctions, des fonctionnements, des propriétés. Bref, les grandes maladies de la modernité que j'ai évoquées, elles sortent de là. Et puis, on a ce deuxième microbiote qui est le microbiote culturel, celui qui est lié à nos pratiques culturelles, de conservation des aliments et d'alimentation. Et lui aussi, il est en pleine régression, et là, la régression, elle est organisée par des législations. Et c'est clair qu'on va dans le mur. De toute façon, un Européen sur 4 souffrant des maladies dont j'ai parlé, l'autisme, c'est un enfant sur 160 aujourd'hui en Europe qui a des symptômes d'autisme à la naissance. C'est multiplié par 3 en 10 ans. C'est des choses qu'on ne peut pas tolérer et contre lesquelles il va falloir, d'une certaine façon, réagir. Et prenez les choses à l'envers. Les microbes sont un outil formidable pour réagir contre ça. Ce ne sont pas que des emmerdes, en fait. C'est aussi des outils pour agir demain. Marc-André Solos, on fait une nouvelle pause musicale et on revient tout de suite avec vous pour continuer cet entretien.
c'était notre pause musicale au bar de l'économie sur Radio Anguin, Florence Sueur au micro, et c'était un extrait d'une musique créée par DJ Charlie. Alors, vous avez entendu cet entretien, cet deuxième entretien avec Marc-André Selos, biologiste, chercheur en biologie. Donc, il est urgent que la réglementation change. On ne peut pas tolérer que les grandes maladies de la modernité qui concernent déjà un Européen sur 4 augmentent. Et ces maladies sont donc l'asthme, la maladie de Crohn, l'obésité, l'autisme, 25% des Européens. Il va donc falloir modifier la réglementation et donc ce que l'on manger des aliments fermentés, croûte de fromage, choux, bière, bref, une alimentation variée. Il va falloir aussi admettre que les microbes sont des outils du vivant, qu'il faut les utiliser. On a aussi compris que pourquoi le lait maternel est important, c'est parce que il faut 3 ans à un bébé pour faire fonctionner correctement son tube digestif. Et donc nos aliments, on mange trop d'aliments stérilisés. Les antibiotiques, ça on le savait, détruisent notre microbiote intestinal. Et puis pour la peau, il faut accepter un niveau de saleté. Prendre des douches tous les jours, oui, mais 1 jour sur 2 sans savon. Et le faire au gant de toilette, tout simplement, ça enlève les impuretés de la peau. Et puis, pourquoi pas de remanger des fromages au lait cru, à la limite les remettre dans nos cantines, car cela aide à combattre l'eczéma, l'autisme et l'asthme, les maladies du temps moderne. On poursuit cet entretien avec Marc-André Selos. Alors Marc-André Selos, dans votre livre « Jamais seul, le microbiote de l'alimentation », on trouvera tous les détails sur lesquels on peut agir, nous, tout un chacun en tant qu'être humain, mais au niveau collectif, comment changer, quelle évolution pour l'agriculture, et puis ensuite, pourquoi pas pour la médecine, pour éviter tous les problèmes de santé que vous venez de citer avant notre pause musicale. Évoluer, donc, c'est beaucoup plus prendre en compte les microbes. Moi, je vois, pour parler 2 secondes de l'agriculture, mes équipes travaillent sur les champignons du sol qui vivent en association avec les plantes, qui pénètrent dans leurs racines et qui les aident non seulement à se nourrir, c'est-à-dire à extraire des sels minéraux et de l'eau du sol, mais aussi à se défendre contre les maladies. Finalement, c'est un peu l'équivalent de ce qui se passe dans notre tube digestif. Il y a des microbes, notamment des champignons qui sont là et qui aident à manger et à se défendre. Hier, l'agriculture, elle était pensée sans microbes. On pensait juste à la plante, on n'avait pas vu qu'elle avait aussi un microbiote et on mettait des engrais, de l'eau et la plante poussait. Bon, le problème, c'est que quand elle mange, parce qu'il y a beaucoup d'engrais et d'eau disponibles, la plante, eh bien, elle n'interagit plus avec le champignon, donc elle devient vraiment dépendante de l'apport d'engrais. Et deuxièmement, comme elle n'interagit plus avec le champignon, elle est plus fragile puisque le champignon est un agent de défense et il faut utiliser plus d'acide. Et on rentre dans des cercles vicieux de dépendance aux intrants agricoles, engrais et pesticides, qui ont une vertu, ça a été de nourrir l'humanité, il n'y a plus de famine, je veux dire, quantitativement c'est résolu, mais qui posent des problèmes qualitatifs. Et aujourd'hui, maintenant qu'on se pose ces problèmes qualitatifs, c'est exactement comme la en santé, des gens qui peuvent avoir de l'asthme, ils survivent. En quantité de vie, ils n'ont pas de problème. En qualité de vie, ils ont des problèmes. Maintenant qu'on se pose la question de la qualité, il faut retrouver le levier microbien. Et on développe aujourd'hui, alors là, je pourrais en parler plus longuement, mais c'est pas l'endroit. On a des méthodes de permaculture qui permettent de ne pas retourner le sol et donc de ne pas détruire les champignons qui sont associés aux plantes. On a des apports de fertilisation plus raisonnés. On a tout un tas de méthodes qui en fait vont reprendre la logique microbienne qui permet de faire une plante, c'est-à-dire de la nourrir et de la protéger. Et ça, on a le refaire dans plein de domaines. Si vous me permettez d'étendre mon propos un peu différemment, il y a aussi une deuxième direction où il faut travailler. Le monde évolue et notre vision du monde et des gestes à faire changent. Et ça veut dire qu'il faut aussi préparer les gens au fait que quand ils auront 10 ans de plus, les recommandations pourront avoir changé au gré des connaissances et que de nouveaux outils devront être mobilisés, y compris dans leur conduite de consommateur. Et là, permettez-moi de pousser un coup de gueule. La réforme du lycée, en dépit des efforts que moi et bien d'autres avons fait, a supprimé l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre dans le tronc commun de première et de terminale. Et dans un monde qui change, et dans un monde où à un moment il faut expliquer aux gens comment se protéger d'un virus, comment consommer bien, quelle agriculture peut les maintenir en bonne santé, comment se laver les mains, alors que ce sera le contraire de ce qu'on leur disait 10 ans avant. Dans ce monde-là, les gens ont vraiment besoin de clés pour comprendre ce qu'est cette discipline, de même qu'ils ont besoin d'histoire géo ou
d'autres disciplines. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire que les sciences de la vie de la Terre, mais en faisant moins, on ne fait pas les citoyens qui iront avec les changements qu'inévitablement les évolutions de notre science amèneront dans nos assiettes, dans nos savons, dans nos champs, dans toutes nos pratiques en fait. Merci beaucoup en tout cas pour d'avoir dévoilé donc une partie de votre livre Jamais seul, le microbiote de l'alimentation. Et le deuxième livre dont j'aimerais que nous parlions ensemble, Marc Ampessolos, c'est Les goûts et les couleurs du monde, parce que vous dites que le tanin, c'est des végétaux. Alors expliquez-nous un petit peu, et ça c'est paru chez Actes Sud Nature. Oui, alors en fait, bon, on est ici encore découverte de petits inconnus qui sont en fait omniprésents. Je dis souvent que les tanins, quand les jeunes voient ça, ils pensent un peu au vin ou au thé, voilà. Mais qu'en fait les tanins, c'est simple, les tanins, c'est ne pas connaître les tanins, c'est comme de méconnaître que quelqu'un habite chez vous, dort chez vous, même dans votre lit, est tout le temps à table avec vous, et est là tous les jours et vous l'avez même pas vu. Pourquoi ? Parce que les tanins, c'est des composés des plantes qui sont hyper fréquents. Là, je regarde par la fenêtre, j'ai une aubépine fleurie rose. C'est des tanins colorés, les anthocyanes, les mêmes que ceux du vin. J'ai des jeunes pousses de rosier qui sont un peu rouges, elles sont protégées par des tanins, effectivement, parce qu'elles sont encore très souples et elles intéressent les herbivores. J'ai quelques arbres qui sont dressés. Qu'est-ce qui rigidifie l'arbre ? C'est la lignine, c'est un tanin. Alors ça, la lignine et les arbres, ça nous fait déjà 30% de la biomasse des écosystèmes, rien que ça. Où est-ce que j'ai encore des tanins ? Il y a du pollen qui s'est déposé là sur la table. Quand je frotte le doigt, le jaune du pollen, c'est des tanins jaunes qui sont associés ensemble pour protéger les grains de pollen. Enfin, il y en a partout autour de nous. Et en fait, ils se glissent dans nos maisons, bien sûr, sous forme de bois, mais ils se glissent aussi dans nos assiettes parce que ce sont les épices, tout simplement, de nos plats. Et alors là, il y a un paradoxe. C'est qu'en fait, les tanins ne pourront pas être mangés parce que c'est toxique. C'est toxique parce qu'en fait, ça interfère avec les enzymes, voilà, et notamment ça interfère avec les enzymes digestives, donc on ne digère plus. On attrape la courante et voilà. C'est pour ça que si on mange n'importe quelle plante en forêt, en général on en meurt. Alors que vous pouvez manger n'importe quel animal en forêt, en général vous n'en mourrez pas. Et là, il y a un paradoxe énorme qui est qu'on en a mis dans nos assiettes sous forme d'épices. Ou d'ailleurs dans nos boissons. Dans le vin, il y a plein de tanins, des tanins colorés comme les anthocyanes, donc qui colorent le vin rouge en rouge, ou la quercétine qui colore le vin blanc, pas en blanc justement, mais plutôt en jaune un peu, en jaune vert. Il y a aussi des tanins incolores qui font le râpeux en bouche du vin et puis sa longueur en bouche. Et c'est tout à fait paradoxal d'avoir rajouté ça dans notre alimentation. Tous les fruits rouges ou bleus, c'est des tanins qui ont la propriété d'être rouges ou bleus selon l'acidité de la cellule qu'ils sont. C'est ce qu'on appelle les anthocyanes. Alors vous pouvez faire l'expérience chez vous, vous prenez du vin, vous le mettez dans du vinaigre, vous verrez, il va être bien rouge, et puis vous mettez du savon dedans, et vous allez voir, il va bleuir, pour le voir ça, le déposer ensuite sur un bout de papier, il va bleuir, parce que le pH, l'acidité aura changé. Alors, vous voyez que c'est les couleurs. C'est aussi beaucoup de goût. Je pense par exemple à l'odeur de la rose qu'on trouve dans le goût du litchi ou dans le Gewürztraminer. Mais en réalité, c'est pas la raison pour laquelle on les met dans notre alimentation. On les met dans notre alimentation pour de toute autre raison et qui résolvent en fait le paradoxe qu'on évoquait juste avant, à savoir pourquoi mettre des substances qui sont toxiques dans les aliments. Pourquoi mettre dans les aliments des substances qui sont des défenses des plantes. Je rappelle que le clou de girofle, c'est tellement toxique qu'on en met dans l'alcool des dentistes pour tuer les bactéries. Et aussi d'ailleurs pour tuer un peu les neurones, de telle sorte que on n'a plus trop mal aux dents après, parce que les neurones ils sont un petit peu KO. On les tue pas, mais on les la noix de muscade, c'est un hallucinogène violent et qui fait très très mal au ventre, donc je le recommande à personne. Les tanins qu'on a dans le persil ou dans le céleri sont des trucs qui sont photosensibilisants, qui à la lumière. C'est ce que savent d'ailleurs un certain nombre d'agriculteurs progrès en produisent, c'est qu'ils finissent par être trop sensibles pour continuer de faire du persil, c'est à ce point-là. Donc la raison pour laquelle on en met dans les aliments, elle est double. 1. Comme ils sont toxiques, si vous en mettez un peu dans les aliments, ça empêchera les bactéries de se développer. Vous avez une dose à laquelle vous ne serez pas intoxiqué,
mais à laquelle les bactéries ne se développeront pas. Et ça, quand on n'avait pas de frigo, ça permettait de conserver les viandes et tout un tas d'autres aliments. Deuxième chose, les tanins ont une autre propriété qui dans les plantes justifie leur accumulation, c'est qu'ils aident les plantes à résister au stress parce que c'est des antioxydants. Vous avez dû entendu parler de la quercétine ou du resveratrol dans le vin comme des antioxydants puissants. On en vend même en pharmacie pour ça. Je ne suis pas convaincu qu'ils soient très bons pour la santé pour autant, mais en tout cas, c'est vrai, c'est des antioxydants. Et quand on conserve des aliments, le fait de rajouter c'est-à-dire des parties de plantes riches en tanins, c'est un antioxydant qui préserve les aliments. Alors, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce que nos aliments sont frais, on n'a pas besoin d'antioxydants, et en plus, on les conserve au frigo, donc il n'y a plus trop de problèmes de prolifération de bactéries. Mais nous avons appris, et ça c'est vraiment culturel, nous apprenons de génération en génération à les utiliser. Au départ, c'était juste parce que les aliments étaient plus sains. Bon, maintenant, c'est juste parce qu'on transmet cette habitude. Rappelez-vous que les enfants, les plats épicés, les tanins sont souvent amers. Par exemple, dans le chocolat, le cacao pur, c'est des tanins qui donnent à la fois le velouté, le goût en bouche et l'amertume. Les enfants n'aiment pas ça au début. On apprend à aimer les tanins. Et aujourd'hui, cet apprentissage continue à se transmettre de génération en génération pour le plus grand plaisir. Et vous voyez que le plaisir qu'on retire des tanins, c'est un plaisir appris. C'est pas un plaisir spontané, ça se transmet de génération en génération uniquement comme un trait culturel qui a perdu son fondement biologique dans les sociétés occidentales, qui était de faire des aliments moins oxydés et plus sains microbiologiquement. Mais alors finalement, j'ai envie de vous poser la question, pour revenir à nos premières interrogations au début de cet entretien, par rapport à notre microbiote, alors c'est mauvais actuellement ou c'est bon de rajouter des épices dans notre alimentation ? Alors, justement, c'est là que c'est assez intéressant et que, j'avoue, ça n'a pas été encore beaucoup étudié. Il faudrait faire un 3e livre sur les tanins et le microbiote, plus sérieusement. Aujourd'hui, on voit très bien que les pratiques qui apportent des tanins sont des pratiques qui, en fait, vont sélectionner le microbiote. Typiquement, dans le vin, vous avez des tanins qui viennent du raisin, et notamment de la peau, ce qui fait que quand vous macérez la peau, c'est ce qui donne le vin rouge, vous avez plus de tanins. Et aussi qui viennent des fûts, voire même, alors là je vous le donne en mille parce que ça c'est un truc pas connu, de tissus de chêne broyés, c'est des parties de chêne qu'on appelle des galles qui sont attaquées par des insectes. Ça se broie et ça fait des additifs que l'on rajoute dans le vin et ça remonte à la plus grande antiquité comme tradition et c'est très très peu dit parce que ça fait un peu additif, mais en fait on est dans le cœur même de cette construction finalement du vin par le viticulteur et tous ces tanins là se conjuguent pour finalement empêcher le développement de microbes indésirables et empêcher l'oxydation du vin, tout en laissant quand même certains microbes s'installer, ceux qui vont fermenter le vin et qui sont successivement des levures pour la fermentation alcoolique, et puis dans beaucoup de vins, quelque chose qui va les rendre plus élaborés en goût et moins acides, la fermentation malolactique. Donc, vous voyez, l'idée c'est que ce sont plutôt des filtres, plutôt que des bactéricides complets. Et en fait, là est la subtilité. Avec les tanins, ce que l'on voit, c'est que nos conduites culturelles nous ont permis, vous voyez, de filtrer, c'est de ne pas rejeter tous les microbes, mais de faire un choix. Et c'est vraiment ça que le 19e siècle a déconstruit, cette capacité, qui était faite, qui méritait vraiment d'être révisée, et cette capacité à trier les microbes pour vivre avec. Alors, merci beaucoup Marc-André Sellos pour ce long entretien aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que si vous voulez savoir d'où viennent les goûts et les couleurs du monde, eh bien, procurez-vous le livre Les goûts et les couleurs du monde, le tanin, épices et des végétaux de Marc-André Sellos aux éditions Actes Sud. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le microbiote de l'alimentation, eh bien, procurez-vous Jamais seul, toujours bien sûr de Marc-André Sellos aux éditions toujours Actes Sud. On va vous souhaiter une très belle journée, Marc-André Sellos, et puis surtout, merci. Un bon confinement. Merci de votre invitation, merci beaucoup. Et à très bientôt. Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
Voilà, c'était donc au bar de l'économie ce mercredi 6 mai, un entretien exclusif avec Marc-André Solos sur le monde du microbiote et le monde des tanins. Donc vous avez bien compris pour cette troisième partie d'entretien, eh bien notre monde est trop figé. Il faut s'adapter à la recherche de la science plus souvent, plutôt tous les 10 ans. Et puis donc du coup notre réglementation doit également changer plus souvent. Alors il y a déjà de grosses améliorations en agriculture avec la permaculture, les apports de fertilisation raisonnés. Il faut nourrir et protéger ce qui est cultivé. Et puis, malheureusement, il est dramatique de réduire les SVT à l'école. Une catastrophe pour le jeune être en devenir, pour comprendre et ce qui amène des modifications. Et concernant les tanins, eh bien, ce sont les épices invisibles des végétaux, ce sont des antioxydants qui aident les plantes à résister au stress, qui les rendent plus résistantes. Et pour l'être humain, les tanins servent de filtre aux mauvaises bactéries. Et donc, si on a bien compris, vive le vin élevé en fût de chêne. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, procurez-vous ces 2 livres chez Actes Sud Nature, donc Jamais seul, et les goûts et les couleurs du monde de Marc-André Solos. Alors, pour terminer cette émission du jour, eh bien, une petite recette. Je vais vous proposer non pas des macarons, je sais que c'est la mode, mais je vais vous proposer les pets de nonne ou les beignets soufflés. Voilà, c'est les 2 noms pour 8 personnes. Il vous faut 250 g de farine, 250 g d'eau, 125 5 g de sel, 8 œufs, un zeste râpé d'orange, du sucre en poudre. Alors il faut préparer la pâte quelques heures à l'avance, mettre dans une casserole l'eau, le sel, le beurre coupé en morceaux et le zeste d'orange selon votre goût, tout en remuant. Vous éloignez ensuite la casserole du feu, vous ajoutez la farine tout doucement et pourquoi pas avec un tamis, vous manipulez avec une cuillère en bois et vous faites sécher sur le feu doux jusqu'à ce que le fond ait une consistance sableuse. Vous laissez refroidir pendant quelques minutes, puis vous incorporez les œufs un à un et mélangez bien après l'addition de chaque œuf. Prenez une cuillère ensuite et puis vous prenez un peu de pâte, vous lissez cette boule sur la cuillère et vous plongez successivement chaque boule dans de la friture claire portée à température qui fait crépiter une feuille de papier. Les boules gonfleront et tourneront spontanément dans la friteuse. Dès qu'elles auront cessé de tourner, la cuisson est tout simplement achevée. Vous retirez alors les beignets, vous les égouttez, du sopalin par exemple, vous les dressez en pyramide sur un plateau garni d'une serviette. Vous pouvez tout simplement les poudrer avec du sucre glace et vous les servez brûlants, vous allez voir, c'est délicieux. Et ça, c'est une recette que je vous propose d'un des meilleurs. C'est Ali Bab, de son vrai nom Henri Babinski, qui est né en 1855, décédé en 1931, qui était le fils d'un ingénieur polonais immigré à Paris. Et il a carrément démarré la gastronomie pratique. Il a étoffé beaucoup de recettes et ce livre est une véritable bible pour la cuisine française. Bonne journée à tous. Je vais vous souhaiter donc, je vais vous retrouver dès demain, bien sûr, jeudi. Et d'ici là, très belle journée. Profitez-en. Bon confinement. Restez bien chez vous. Ciao, ciao. Saving life has never been easier. Don't only think about yourself and think about people who really need your help. We can never thank enough for going about and beyond to save the lives right now.